Quand on pense au changement climatique ou à la pollution, on peut penser aux industries pétrolières, au charbon, aux modes de transport polluants éventuellement, et j'en passe, mais on ne pense quasiment jamais à la question des banques. Or, un nouveau rapport publié aujourd'hui révèle que les banques mondiales, et notamment les banques françaises, continuent de financer massivement le secteur des énergies fossiles, et notamment donc les industries pétrolières. Alors que révèle ce rapport et pourquoi est-il aussi important? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, je suis de retour donc de vacances. Merci et bravo au passage à Blanche et Léa qui sont journalistes au sein de l'équipe et qui ont géré donc en autonomie ce format la semaine dernière. C'est une bonne nouvelle parce que je vais avoir beaucoup d'autres tournages et projets aussi dans les prochains jours, des projets pour Hugo Décrypte, mais donc au-delà de ce format des actus du jour. Et donc c'est top parce que dans les prochains jours, si j'ai d'autres indispos pour des tournages ou ces projets en question, eh bien l'équipe pourra prendre le relais et ce format va pouvoir continuer. Je pourrais pas être présent 100% du temps tous les jours pour présenter ce format cette année, et donc vous les reverrez donc de temps en temps à la présentation de la une de ce format. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet méconnu et qui est pourtant central, c'est la question des banques. Lors de l'accord de Paris à la COP21 en 2015, les pays du monde entier s'étaient fixés pour objectif de maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous des 2 degrés d'augmentation par rapport au niveau pré-industriel, et surtout eh bien, de tenter de poursuivre les efforts pour limiter cette augmentation à 1,5 degré. Et pour réussir véritablement cet objectif, selon le GIEC, donc le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, eh bien, il faut une réduction, je cite, substantielle des énergies fossiles. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée qui est très simple, la combustion de charbon, de pétrole et de gaz, ces 3 énergies fossiles donc, est responsable de plus de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l'ONU. Mais le truc, c'est que pour fonctionner, ces entreprises qui produisent ces énergies fossiles, elles ont besoin d'argent, et c'est là donc où on en vient à cette question de financement, avec un nouveau rapport qui a été baptisé Banking on Climate Chaos, qui a été réalisé par plusieurs ONG de lutte contre le changement climatique, dont Reclaim Finance ou encore Oil Change International, et qui ont donc publié ce lundi ce rapport. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien déjà on apprend qu'en 2023, les banques ont prêté ou arrangé plus de 700 milliards de dollars pour les énergies fossiles, donc le gaz, le pétrole et le charbon, et depuis 2015, c'est 6896 milliards de dollars, soit environ 6400 milliards d'euros qui ont été investis dans ces énergies. Alors, on peut le noter déjà, en tête de ces investissements, on retrouve des banques américaines, japonaises, chinoises ou encore canadiennes qui représentent à elles seules près de 70% des financements qui ont été accordés à l'énergie fossile. Et en l'occurrence, celle qui est en tête de ce classement, c'est la banque américaine JP Morgan Chase qui a investi près de 41 milliards de dollars en 2023 dans ces énergies fossiles. Concrètement donc, ces entreprises vont financer des groupes pétroliers par exemple comme Total Energy, BP ou encore Shell. Et ces financements, ça peut être notamment dans le cadre de prêts. On va pas rentrer dans le détail là-dessus, des prêts, des obligations, etc. Mais je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Et les banques en l'occurrence, elles sont souvent intéressées par ces industries pétrolières et fossiles parce que c'est des industries qui sont rentables et surtout relativement stables aujourd'hui. Et pour bien comprendre, ces fonds, ils peuvent être utilisés pour poursuivre les activités actuelles, mais aussi parfois pour explorer la construction et la production de nouvelles réserves et donc de nouvelles exploitations typiquement de gaz, de pétrole ou encore de charbon. Par exemple, la banque française BNP Paribas a été l'un des principaux financeurs de projets pétroliers offshore en 2022. Et justement, vous allez peut-être me demander où se situent les banques françaises dans tout ça aujourd'hui. Ce que dit le rapport aujourd'hui, c'est qu'il y a du mieux, mais il y a encore énormément de choses à faire. La première chose qu'on peut noter, c'est que le rapport montre une diminution des investissements des grandes banques françaises dans les énergies fossiles depuis 2020, avec une baisse de l'ordre de 20%. Selon le rapport, les financements des banques françaises aux 12 plus grandes entreprises fossiles comme BP, ExxonMobil, Total Energy, etc., elles ont clairement baissé entre 2021 et 2023. Par exemple, les financements de BNP Paribas à ces entreprises ont diminué de 78% en 2023 par rapport à 2021. Du côté du Crédit Agricole, c'est une baisse de 63%, toujours selon le rapport. Bon, mais cela dit, attention, il y a quand même une nuance très importante à apporter sur cette question du recul des investissements français et des banques françaises. Ça s'explique en effet majoritairement par une diminution de la demande de financement de ces entreprises. En effet, c'est des entreprises dans le secteur des énergies
fossiles qui, en fait, ont réussi à s'autofinancer pour pas mal sur la dernière année et donc qui ont tout simplement eu moins besoin de faire appel à des banques. Bon, mais surtout, ce que note le rapport, c'est que ces efforts, ils sont présents, ils vont dans le bon sens, mais ils sont encore très loin d'être suffisants. Les banques françaises continuent d'investir massivement encore aujourd'hui dans les énergies fossiles. Par ailleurs, entre 2021 et 2023, elles ont investi 67 milliards de dollars dans l'expansion d'énergies fossiles. Et quand on parle d'expansion ici, c'est donc le développement de nouveaux projets dans les énergies fossiles au-delà des projets existants. Et en l'occurrence, ce soutien à l'expansion d'énergie fossile, quand on prend les banques françaises, et bien en l'occurrence, c'est 4 banques qui représentent 99% des investissements français. On compte BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et la Banque Populaire Caisse d'Épargne. Le truc, c'est que tout ça va à l'encontre des recommandations du GIEC. En effet, les scientifiques du GIEC exigent l'arrêt du financement de nouveaux projets fossiles, la réorientation de ces financements vers des énergies renouvelables et enfin une meilleure transparence des portefeuilles d'investissement des banques. Vous l'aurez donc compris, on parle évidemment régulièrement de la question des industries pétrolières, mais il y a aussi la question de leur financement. Si jamais vous voulez plus d'informations ou alors lire le rapport en détail, je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En France, plus de 15 milliards d'euros d'investissement pour un total de 56 projets ont été annoncés ce lundi à Versailles lors du sommet de Choose France. Il s'agit d'un record depuis la création de ce forum par Emmanuel Macron en 2018, dont l'objectif est de convaincre des dirigeants d'entreprises d'investir en France. Alors concrètement, 180 patrons d'entreprises étrangères étaient présents pour la 7e édition du sommet et les investissements de cette année se concentrent principalement dans 3 domaines, l'intelligence artificielle, la décarbonation et la santé. Parmi les entreprises qui ont annoncé leur intention d'investir en France, il y a par exemple Amazon qui va investir plus de 1,2 milliard d'euros pour renforcer son réseau logistique de distribution de colis, mais aussi pour créer des centres de données pour l'intelligence artificielle. Cet investissement permettra notamment de créer plus de 3000 emplois en France. Deuxième actu, en Russie, le président Vladimir Poutine a fait un remaniement surprise ce dimanche soir. Il a remplacé son ministre de la Défense Sergueï Shoïgu, qui occupait ce poste depuis près de 12 ans, par Andrei Belouzov, un économiste de formation. Sergueï Shoïgu devient quant à lui secrétaire du Conseil de sécurité. Ce remaniement, il intervient quelques jours après l'avancée de l'armée russe dans la région ukrainienne de Kharkiv, dans le nord-est du pays, qui a lancé un assaut terrestre la semaine dernière. Il faut savoir que Sergueï Shoïgu avait notamment été critiqué à l'issue de la révolte avortée en juin 2023 des combattants du groupe paramilitaire de Wagner mené par Evgeny Prigojine. Il était également désigné par des partisans de l'offensive russe en Ukraine comme étant le responsable des difficultés de l'armée russe sur le front, en cachant notamment à Vladimir Poutine l'étendue des pertes sur le terrain et l'inaptitude des commandants. En tout cas, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a justifié cette décision par un besoin, je cite, d'ouvrir l'armée à l'innovation. Troisième actu, en Espagne, les partis indépendantistes qui dirigent depuis une décennie la région de la Catalogne dans le nord du pays ont perdu ce dimanche leur majorité au Parlement régional. Ce sont donc les socialistes du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui ont remporté les élections. Concrètement, les socialistes ont remporté 42 sièges au Parlement régional sur les 135. Ils n'ont donc pas atteint la majorité qui est fixée à 68 sièges et doivent maintenant trouver des alliés pour espérer diriger la région. Une alliance avec l'extrême gauche est notamment évoquée. De leur côté, les indépendantistes ont annoncé vouloir former un gouvernement minoritaire. La région de la Catalogne, qui est l'une des plus riches du pays, avait notamment tenté en 2017 de faire sécession afin de devenir indépendante. Ça avait mené à une crise qui avait été l'une des pires vécues par l'Espagne depuis le retour du pays à la démocratie après la fin de la dictature franquiste en 1975. Quatrième actu, en France, plusieurs centaines de militants ont défilé ce samedi dans les rues de Paris lors de la manifestation organisée par le comité du 9 mai, un groupuscule néofasciste. L'objectif de cette manifestation, c'était de commémorer la mort d'un militant pétainiste qui avait chuté d'un toit lors d'une poursuite avec les forces de l'ordre il y a 30 ans, en 1994. Alors initialement, cette manifestation avait été interdite par la préfecture de police, mais elle a finalement été autorisée par la justice qui a estimé que son interdiction portait, je cite, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Finalement, aucun incident n'a été signalé pendant la manifestation, mais elle a été critiquée par de nombreuses personnalités politiques, comme le député socialiste Arthur Delaporte, qui a annoncé ce lundi à Libération vouloir déposer une proposition de loi pour,
je cite, interdire tout symbole utilisé par des associations reconnues comme anticonstitutionnel et contraire au principe d'amitié entre les peuples. Parmi ces symboles, on retrouve la croix celtique qui a été brandie sur de nombreux drapeaux pendant le défilé et qui est utilisée par l'extrême droite. 5e actu, le premier patient vivant à avoir reçu une greffe d'un rein de porc génétiquement modifié en mars dernier est décédé, a annoncé ce samedi l'hôpital du Massachusetts à Boston, aux États-Unis. L'équipe médicale qui l'avait opéré a précisé qu'elle ne savait pas encore si son décès était lié à sa greffe ou non. L'homme de 62 ans souffrait d'insuffisance rénale chronique et il a donc survécu pendant presque 2 mois après cette greffe. Ces transplantations d'organes d'animaux sur des humains représentent un espoir pour répondre à la pénurie de dons d'organes. Pour vous donner une idée, plus de 100 000 personnes attendent une greffe d'organes aux États-Unis. Le rein est l'organe le plus demandé. 6e actu, c'est une actu culturelle. La mini-série Tapie, qui est consacrée à l'homme d'affaires et ancien ministre Bernard Tapie, a été nommée meilleure série étrangère lors de la cérémonie des BAFTA TV, l'équivalent britannique des Emmy Awards, qui s'est tenue ce dimanche à Londres. La série, qui retrace en 7 épisodes la vie de Bernard Tapie, qui est décédé en 2021 d'un cancer, s'est imposée face à d'autres séries comme The Last of Us, Succession ou encore The Bear. À noter que la famille Tapie s'était opposée à la réalisation de cette série et Bernard Tapie lui-même s'était opposé au projet d'une série sur sa vie dans un entretien accordé au journal Var Matin en juin 2021. En tout cas, si vous ne l'avez pas vue, la série est disponible sur Netflix. Et on finit avec cette actu, le footballeur Kylian Mbappé a disputé son dernier match avec le PSG au Parc des Princes à Paris ce dimanche. Le PSG a perdu contre Toulouse 1-3. Kylian Mbappé a officialisé ce vendredi son départ du club en fin de saison et donc pour son dernier match au Parc des Princes, l'attaquant parisien a été célébré par la majorité des supporters avec un tifo, donc une immense bannière à son effigie. De son côté, le PSG n'a pas prévu de dernier hommage pour Kylian Mbappé qui est pourtant le meilleur buteur de l'histoire du club. En tout cas, Kylian Mbappé a encore 3 matchs à jouer avec le PSG ce mois-ci et on ne connaît pas encore son futur club, mais des rumeurs disent qu'il pourrait rejoindre le club espagnol du Real Madrid. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Et c'est tout pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo.